IDFM 98 de la Bonne FM, IDFM Radio Anguin ce soir avec Jeanne Ayache, elle est docteur d'État en sciences physiques. Elle est chargée de recherche, elle était chargée de recherche au CNRS et en microscopiste. Son activité de recherche a toujours été axée sur l'étude de la structure de la matière dans le domaine de la physique, sciences des matériaux et de la biologie cellulaire. Elle s'est orientée depuis 2004 dans le domaine de la biologie et s'intéresse aujourd'hui aux matériaux du vivant, en particulier à la biologie cellulaire et les mécanismes du vivant dans les mécanismes de réplication et de réparation du matériel génétique, fortement impliquée dans la diffusion de la recherche scientifique au travers d'articles de vulgarisation, conférences grand public, expositions, arts et sciences, bar des sciences, fête de la science. Elle s'est formée aux USA, aux soins quantiques, aux médecines énergétiques chinoises et récemment à la musicothérapie énergétique. Elle transmet depuis plus de 20 ans ses connaissances scientifiques enrichies de ses recherches et formations personnelles dans le domaine des sciences humaines, de l'énergétique et de la spiritualité. Autour de son dernier livre aujourd'hui, on va l'accueillir ce soir en direct dans les studios, autour de son dernier livre, La science, la matière et la spiritualité, un chemin de vie vers la conscience, est publié aux éditions Guitry et Daniel. Jeanne Ayache, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Joël, c'est un grand plaisir d'être invité. Alors tout ce que j'ai dit là à un moment, les auditeurs ont dû complètement déconnecter parce que ça paraît très dur, mais ça va être très simple. Oui, ça va être plein de choses. Ça va être très simple. Ne nous quittez pas, je vous assure que ça va être beaucoup plus facile. Ça va être plus léger, plus léger que les titres. Voilà. Voilà. Alors, vous avez été bouleversé dans vos croyances à un certain moment de votre vie, à un moment où vous étiez en train de travailler dans différentes recherches sur la matière, cette matière dans tous ses états, et qui ont enrichi votre vision de la matière solide, celle que l'on apprend à l'école, puis à l'université, et enfin dans les laboratoires de recherche de physique et chimie. Votre rencontre avec la recherche en biologie a bouleversé toutes vos croyances de physicienne. Ah oui, là, mon chemin vers la biologie, il est venu à un moment donné où j'avais envie de changer de recherche, de type de recherche. J'ai travaillé sur la matière solide et je me suis dit un jour, et j'ai rencontré un biologiste il y a 30 ans et qui était microscopiste aussi, Étienne Delin. Et quand il me parlait du vivant, je me suis dit un jour je ferai de la biologie. Il s'est passé quand même 30 ans et au bout de 30 ans, je me suis retrouvée dans son laboratoire. Quand j'ai eu envie de passer au vivant, de changer, et j'ai plongé dans un domaine. Pour moi, le point commun par rapport à ce que je faisais avant, c'était la microscopie électronique. Alors la microscopie électronique, faut pas avoir peur, c'est un gros microscope qui nous permet de descendre à l'échelle des atomes. On arrive à voir jusqu'à les atomes ou les molécules. On arrive à voir ça. Donc on peut voir tout ce qui se passe dans les mécanismes infiniment petits. Et ce qui est intéressant quand même là-dedans, et le point commun à toutes mes recherches, c'est que j'ai toujours relié la structure à l'échelle atomique, dans l'infiniment petit, à la structure macroscopique et surtout aux propriétés macroscopiques. Et donc, moi, j'ai toujours étudié le lien entre la structure à l'origine et les propriétés. Qu'est-ce qui fait qu'un matériau, d'abord, j'ai travaillé dans les matériaux, qu'un matériau va avoir des propriétés très intéressantes, soit conductrices, soit supraconducteurs, j'ai travaillé dans différents domaines. Qu'est-ce qui fait que les propriétés chutent à un moment donné? Pourquoi? Donc, moi, je me suis intéressée à comprendre qu'est-ce qui se passe depuis le démarrage où l'on fait les matériaux, qu'est-ce qu'ils subissent comme traitement, et à la fin, pourquoi ils n'ont plus les propriétés. Donc, c'est comprendre ces mécanismes. Et en fin de compte, quand on regarde, on étudie un matériau, quand il a été fini, etc., il y a toute son histoire qui est engrammée dans la structure. Et c'est ça qui est très fort et qui a résonné avec moi-même. J'ai vraiment eu un miroir de la science sur ma propre vie parce que j'ai étudié les défauts cristallins. On avance là déjà. On était dans le microscopique. Donc le microscopique. Dans le microscopique, vous expliquez dans votre livre quand même que la cellule est morte et qu'on a retiré toute l'eau. Alors, le microscopique, quand on va voir, à l'échelle humaine, on a des cellules, elles sont bien vivantes, mais quand on veut les étudier au microscope électronique, eh bien, on est obligé d'arrêter la vie de la cellule.
Pour l'instant. Alors, à l'époque où je les ai étudiées, aujourd'hui, on peut étudier des cellules encore en vie. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on les voit bouger. Voilà, mais c'est seulement maintenant qu'on peut arriver au microscope avec des cellules particulières, maintenir la vie et observer. Mais c'est récent, c'est très récent. À l'époque où moi j'ai travaillé sur les cellules, c'était en 2004. J'ai commencé autour de 2004. Et bien à cette époque-là, on n'avait pas tous les outils. Et depuis l'évolution depuis 2004 jusqu'à quand même aujourd'hui, on peut observer des cellules vivantes à des échelles microscopiques. Vous dites que la microscopie électronique a bouleversé votre vie et votre vision du monde, que vous ne pouvez plus être la même après. Alors pourquoi ça m'a bouleversée ? Parce que je m'étais arrêtée aux lois de la matière. C'est-à-dire dans la matière, les matériaux, la matière solide, tout est défini. On peut prévoir les propriétés, on connaît la structure, on peut fabriquer une structure définie parce qu'on connaît les lois de la thermodynamique de matériaux solides. Dans le vivant, quand j'ai abordé les cellules, et je me suis rendu compte que dans les cellules, tout est en constante dynamique. Une telle dynamique qu'à une seconde près, on n'a plus, une seconde après, on n'a plus la même structure. Il y a une dynamique constante. Et là, c'est bouleversant parce que qu'est-ce qu'on étudie au microscope ? Ce qu'on va voir, c'est seulement ce qui existe à un moment donné. Le moment suivant, on n'a pas la même structure. Et alors, à un autre niveau, ça m'a bouleversé parce que j'ai fait un parallèle avec la dynamique du vivant et les effondrements moléculaires qui existent constamment. Une sorte de ordre, désordre. Autant dans les matériaux, c'est ordre, ordre, ordre. Et autant dans le vivant, c'est ordre, désordre, chaos, ordre, désordre, structure, chaos. Dans le vivant, à l'intérieur d'une cellule, on a constamment, à cause de cette dynamique, et c'est grâce à aux effondrements à certains moments de structure que la vie de la cellule peut continuer. Donc, c'est vraiment l'intérêt de votre livre de comprendre comment ça fonctionne. Et effectivement, ce chaos que j'ai vu et que j'ai vu dans des simulations à partir de toutes les connaissances qu'on a fait, il y a des DVD, des films qui ont été faits à partir de toutes les données. Et je me suis aperçu que cette dynamique passe de l'ordre au désordre, au chaos, à l'ordre, etc. Et là, ça m'a renvoyé, ça m'a permis de comprendre les choses à l'échelle microscopique, mais ça m'a renvoyé complètement à l'échelle macroscopique, qui est l'échelle humaine. Moi, carrément, j'ai fait le grand écart. Le grand écart. Pour continuer à vivre, la cellule a besoin de passer dans différents états dynamiques qui bougent tout le temps. Si une cellule ne bouge plus, elle est morte. Voilà. Si elle ne communique pas avec son entourage, on va revenir là-dessus aussi. Et voilà. Et donc, ce chaos ça m'a vraiment fait un miroir par rapport au chaos dans ma vie. Et j'ai compris plein de choses. Alors, on va parler de votre vie, oui, parce que en dehors du fait que vous êtes quand même une super, je vais pas dire nana, parce que c'est plus que ça, c'est une femme extraordinaire c'est rare les femmes comme vous qui font des recherches comme ça. Vous avez eu en même temps une polyarthrite rhumatoïde que vous avez réussi à libérer en 10 ans, alors que vous étiez plus ou moins condamné par la médecine. La médecine... c'est pas traité. Eh bien, le problème, c'est que la médecine, ils mettent une étiquette. À l'époque, quand j'ai eu ça, j'ai été à l'hôpital, analyse, j'étais jusqu'à la cortisone, et puis il fallait que... Traitement. Et jusqu'au jour où j'ai compris que c'était psychosomatique. Mais j'ai mis 10 ans à comprendre ça. C'est-à-dire que, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, pendant que j'ai eu mes problèmes de polyarthrite, j'ai étudié aussi les défauts de la matière. Ah mais on passe au cristal, là. Et oui, mais au cristal, ou peu importe. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait ? Je me suis posé la question tout de suite. Il y a 40 ans de ça, 35 ans. Je sais plus maintenant. Ça fait tellement longtemps, 60 ans, oui. Je me suis posé la question tout de suite. Qu'est-ce qui fait que l'on passe d'une bonne santé à un état où on a des problèmes par-ci, par-là ? Et ce que j'ai fait à l'époque, c'est que, en tant que scientifique, je me suis mise à m'observer comme j'étudiais la matière. Je me suis observée quand j'étais bien. Je me suis observée quand j'étais pas bien. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai fait des relations entre ce que je vivais à tous les niveaux, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, ce que je vivais dans ma famille, dans mon travail. Et en fait, j'ai fait des ponts. À cette époque-là, j'ai fait des ponts. Ça n'a pas résolu tout de suite, mais j'ai fait des ponts que ma polyarthrite, elle passait par des crises au moment où ça allait mal. Et des moments où j'étais bien,
terminé, tranquille. Oui, parce qu'à un moment, vous partez en vacances avec un copain, ça va très bien. Au moment de revenir, vous êtes coincé. Voilà. Ça se coince de partout. Et c'est impressionnant. Oui, vous pouvez plus avancer. C'est impressionnant comment notre corps, la peur de certaines choses, anticipe et nous donne une solution qu'il faut comprendre. Hein. Après, il faut comprendre. Alors, vous avez fait, après 10 années de recherche sur les carbones mal organisés, la matière organique fossile, c'est-à-dire sur le charbon, vous en avez eu assez de broyer du noir. Je trouve ça drôle. Et vous êtes passé à la General Electric en changeant de matériaux pour travailler sur les supraconducteurs. Mais ce qui vous a surtout intéressé, c'est de passer à la cristallographie. Oui, à la cristallographie, au défaut cristallin. Et au défaut des cristaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire le lien entre le rôle des défauts dans les propriétés et celui des défauts à l'échelle humaine. Ah, ça, c'est à ce moment-là. Ça s'est révélé à moi de façon évidente. Évidente. Et c'est géant. C'est géant parce que je me suis aperçu. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, comme j'étudiais, moi, les défauts que l'on fabriquait pendant la croissance cristalline, et que les défauts, vous savez que les défauts, c'est quelque chose qui permet de relaxer la matière et la structure. Et pourquoi ? Pour maintenir la cohérence. C'est incroyable. Un défaut se forme pour maintenir une cohérence, parce que ce qu'on lui fait subir à la matière est tellement stressant. Température, pression, différentes contraintes externes. Eh bien, le matériau, pour maintenir sa cohérence interne et sa structure, en respectant sa structure, eh bien, il va utiliser tous les variants de sa structure possible pour se maintenir en cohérence et rester intègre. On garde toujours la structure, elle va avoir des défauts. Et les défauts minimisent l'énergie pour pouvoir continuer. Et ça, moi, ça m'a révélé que moi, ce que j'avais, c'était des choses qui se passaient. Je savais, alors, le lien entre le vivant, nos défauts, notre défaut de structure et le vivant, c'est plus complexe. Quand j'étudiais au laboratoire, je savais de quoi je partais. Ce que j'étudiais, je mesurais tout. Sur les vivants, on ne peut pas mesurer. Mais tout de suite, ça a été de façon claire, un lien évident pour moi. Et ça a été ma ligne directrice pour la suite, pour essayer de comprendre par tous les bouts quels sont les mécanismes qui se mettent en place, qui font qu'à un moment donné, on va perdre notre intégrité, on va perdre notre cohérence. Et qu'une perte de cohérence dans l'humain, en fait, eh bien, le corps et l'intelligence du vivant, et c'est là que la biologie m'a servi énormément, c'est que le corps, l'intelligence de cellulaire et l'intelligence du vivant, fait que le corps va prendre en charge des choses pour réparer quelque chose, pour faire des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Alors qu'on ne peut pas dire nous-mêmes, qu'on ne peut pas acter nous-mêmes. Et que ce qu'on ne peut pas faire, notre corps nous donne la solution. Il va donner la solution pour lui, qui va nous permettre d'aller comprendre ce qui se passe. Après, il faut comprendre, hein, d'accord. Alors, vous dites vraiment à la fin du livre que le corps ne ment jamais, et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Ce qu'on fait en kinésio, on va chercher le langage du corps, absolument. On déconnecte le mental. Complètement. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce cristal, finalement, quand on prend un cristal dans la main, on a l'impression qu'il y a un cœur qui bat. Oui. Mais c'est pas le cristal qui bat, c'est notre cœur qui bat dans le cristal, non ? Alors c'est intéressant ce que vous dites, évidemment. Eh bien, dans le cristal, il y a c'est une structure cristalline où les atomes sont tous piégés dans une structure, les uns à côté des autres. Et ça leur donne une haute fréquence. Ils sont rapprochés, très rapprochés, à l'échelle nanométrique, ou subnanométrique. Et en fin de compte, l'ordre cristallin, c'est l'ordre le plus élevé. C'est-à-dire, ça en donne des fréquences les plus grandes. Les distances les plus petites, mais les fréquences les plus grandes. Si bien que, quand on prend un cristal, alors il y a différents types de cristaux, mais peu importe, qui a ses fréquences propres, qu'on le prend dans notre main, eh ben on peut les prendre pour se recharger. Oui. Et à un moment donné, quand on le prend dans la main, ça va pulser dans notre main. Et ce qui pulse, c'est fait par le mécanisme de résonance. Le vivant marche par résonance. C'est-à-dire, on a interaction avec nos cellules, notre vibration, notre mouvement intérieur et le cristal. Et c'est cette interaction qui va faire, à un moment donné, quand on s'est rechargé, on va être à la même fréquence tous les deux. C'est-à-dire on se recharge. Et ça fait un pic
extraordinaire et quand ça passe par un pic maximum et puis ça s'arrête, ça veut dire qu'après ça, on n'a plus besoin de se recharger. On est rechargé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il arrive au cristal après? Est-ce qu'on peut encore le réutiliser? Ah bah absolument, parce qu'un cristal est un émetteur. Un cristal ne change pas de sa structure. Il est en émetteur, puisqu'il a une structure définie, rigide, avec des atomes piégés dans une structure rigide qui ne bouge pas. Eh bien, en fin de compte, ces fréquences, elles existent tout le temps. Vous prenez chaque cristal, ils n'auront pas les mêmes fréquences, parce que la composition chimique n'est pas la même. Chaque cristal un minéral à sa fréquence propre. Et en fin de compte, c'est pour ça que l'esprit des cristaux, c'est parce qu'ils ont des fréquences différentes et qui vont toucher différents aspects et qu'en fin de compte, on peut se charger de l'esprit du cristal. Ça, c'est un bonus, hein, c'est pas dans le livre. Hein. Non, oui. C'est entre nous. Oui. C'est pour tous ceux qui utilisent les cristals. Dans ces expériences, les atomes ne bougent plus et c'est à partir de là que l'on peut entendre un ou deux électrons passer une barrière, comme dans les méditations. Comme dans la méditation, c'est quand le silence intérieur est total que l'on peut recevoir des informations. C'est un peu la même chose avec le cristal. Eh bien, ce qui se passe, c'est que là, cette phrase, elle est liée au supraconducteur, où on mesure le saut quantique, un saut d'un électron ou d'un doublé d'électrons. Et pour le faire, dans le cristal, il faut que le cristal soit à une température la plus basse possible pour que plus rien ne bouge. C'est-à-dire à moins 270 K de Kelvin. Plus rien ne bouge. Et à ce moment-là, quand plus rien ne bouge, si on polarise une jonction, eh bien, on arrive à avoir un saut d'électrons. Un par un, les électrons. C'est des sauts quantiques, c'est comme ça qu'on les étudie. Mais effectivement, moi, quand j'ai étudié ça m'a rappelé tout de suite, à un moment donné, quand j'ai fait la méditation, c'est tout à fait ça. Quand on fait une méditation, on enlève tout le bruit, tout ce bruit. Et tant qu'il y a tout ce bruit, on ne peut pas avoir des informations. Il faut que ça se calme complètement. Et c'est vraiment, l'analogie, c'est la même. C'est la même chose. En pleine méditation, quand vraiment le mental n'existe plus, quand on est en connexion, eh bien là, on peut recevoir des informations. C'est pareil. Et c'est pour ça que le cristal est froid. Alors le cristal est froid pour enlever toute agitation des atomes. Parce qu'en fin de compte, à la température ordinaire, le cristal, il est rigide, il ne bouge pas. Les atomes. Mais il est quand même plus froid. Mais il bouge à la température ordinaire. Les atomes vibrent. On ne voit pas, mais ils vibrent. Et si on veut arrêter qu'ils vibrent, on les met à moins 273 K, moins 270, à l'hélium liquide. Là, les atomes ne vibrent plus. Et les mouvements que l'on voit, c'est les électrons qui bougent. Parce que si tout bouge en même temps, on ne peut pas voir. Ça, c'est fabuleux, ça, quand même. Et on arrive à avoir un saut quantique avec un doublé d'électrons. Moi, j'ai travaillé en supraconductivité, le saut d'un électron, de deux électrons, sur la cohérence quantique. C'était fabuleux. Et donc, j'ai relié ça à la méditation. Et en physique quantique, quand on a des électrons, un doublé d'électrons, par exemple, qui passe une barrière, eh bien, il garde sa phase. Et dans les conditions quantiques, tous les électrons ont la même phase. Et ça fait comme une onde. Comme une onde. Il y a plus qu'un. C'est comme si tout l'ensemble des électrons se comporte comme un seul doublé. Et donc, ça fait un flux magnétique. Et donc, en fait, nous, quand on fait de la méditation, recevoir des informations, c'est être dans des états de supraconscience. Oui, on va revenir en deuxième partie de l'émission sur cette conscience. Merci Barbara. Seconde partie de cette émission sur l'antenne IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Jeanne Ayache. La science, la matière et la spiritualité. Alors on a parlé des cristaux, on va parler aussi peut-être de ces phénomènes de clairvoyance. Vous dites que le phénomène de clairvoyance se rapproche de la supraconductivité des matériaux. Alors là, vous allez vite. Mais oui, pour expliquer ça, je vous ai dit que la supraconductivité, les électrons dans un matériau se comportent comme une seule onde. Voilà. Et une onde qui émet un flux magnétique. Bon. Moi, ce que j'ai, la supraconscience, c'est associé au phénomène de clairvoyance que auquel je me suis formé sans le vouloir d'abord.
En fait, j'ai eu une époque de ma vie où je me suis mise à voir mon champ énergétique. Mon aura. Vibratoire. Voilà. Votre champ vibratoire. Mon champ vibratoire, voilà. Et à cette époque, c'était à l'époque où j'avais encore des soucis de santé, et je savais pas quoi en faire de ça. J'ai mis 10 ans avant d'en faire quelque chose. Parce que je voyais des choses, je voyais mon champ changer, je me voyais penser, je me voyais sentir, je voyais tout ça. Mais qu'en faire de ça? C'est pas simple. Et un jour, je suis partie en année sabbatique aux États-Unis. Et c'était un grand cadeau je suis partie pour aller dans un laboratoire, un top mondial au niveau de la microscopie, à Berkeley. Et là, à côté de chez moi, j'ai eu le cadeau d'avoir un Psychic Institute, et j'oublierai jamais de ma vie, parce que quand je suis passée devant, je vois lecture d'aura. Et là, j'ai cru que je rêvais. Et je suis rentrée dans cette boutique. Et je suis allée prendre un rendez-vous pour une lecture d'aura. Et donc, j'ai pris un rendez-vous, et puis ils m'ont fait une lecture d'aura pendant 3 heures, 2h30, 3 heures. Oui, parce qu'elle change tout le temps. Elle change tout le temps, mais il y a plein d'informations dedans. Et c'est grâce à ça que j'ai compris que tout notre champ informationnel est dans l'aura. Tout ce qu'ils m'ont dit, m'ont parlé de ma famille, de tout ce que vous voulez de ma vie, alors que j'étais à 11 000 kilomètres de ma famille, loin de tout le monde, etc. Et de tout ce qu'ils m'ont dit, c'était vraiment qui concernait ma vie et ma famille, etc. Et là, j'avais été vraiment surprise, et je me suis dit, comment ça marche? Alors, ça, c'est tout de suite, ça a été la scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir des informations chez quelqu'un qui sont de sa vie? Oui, c'est comme si on avait tout un tas de valises autour de nous. On les a avec les valises. On a toutes ces valises, c'est ça. Faut alléger, c'est ça qu'il faut alléger. Ou qu'on aille au bout du monde, elles sont avec nous. Et alors là, je me suis dit, comment ça marche? Et là, je me suis dit, je vais faire le cycle de formation pour arriver à la clairvoyance. Les gens qui m'ont fait cette clairvoyance. Je me suis dit, je veux suivre les différentes étapes pour voir quelles sont les étapes pour arriver à ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Alors là, j'ai fait ça vraiment personnellement pour moi, parce que ça me parlait. Et d'un point de vue scientifique, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait plusieurs cycles de méditation, méditation 2, healing, des niveaux de healing où on soignait plein de gens, on leur nettoyait leur aura, et on faisait des travaux pratiques tous les jours, pratiquement, avec des gens qui venaient, et hop, on faisait qu'on appelle des réharmonisations de l'aura. Et on a appris énormément de choses en faisant ça. Et quand on avait fait ça au bout de 6 mois, tous les jours, méditation tous les jours, bien sûr, etc. Vraiment, là, j'ai découvert ma maison intérieure, chose que j'avais jamais vue, c'est-à-dire débarrassée de tout le champ de toute ma famille. Alors, hop, boum, j'ai découvert ce que c'était ma maison intérieure. Et ensuite, à partir de là, j'ai fait de la lecture d'aura. Je suis arrivé à la clairvoyance. Et effectivement, la clairvoyance, c'est quoi? C'est la plus grande difficulté de ça, c'est comme si vous fermez vos yeux et vous avez un écran blanc sous vos paupières. Et ça peut être une couleur rose, vert, enfin, peu importe, différentes couleurs. Et l'idée, c'est que quand on fait la clairvoyance, on était plusieurs personnes alignées, on était 5 personnes. Et il y avait quelqu'un qui nous guidait pour nous mettre tous sur la même couleur. On se mettait sur du jaune, par exemple, ou du blanc. On était sur une couleur. C'est-à-dire, c'était la base, uniforme. Et à partir de là, une personne est venue. On était en état. Alors, on méditait, bien sûr. On avait médité avant, longtemps, tout ça. Et c'est-à-dire que notre mental n'existait plus. On était dans un alignement parfait entre la terre et le ciel. Et on n'était que présence à cet écran. C'est vraiment la présence à cet écran. Et quand la personne parlait, donc la vibration de la personne, la vibration on porte en elle toute l'information, et bien quand la personne parlait, et bien nous tous les yeux fermés, et bien chacune est différente de nous, et elle percevait des informations différentes, puisqu'elles sont différentes. Et donc les informations que moi j'ai pu donner sont différentes de la personne d'à côté, puisque moi j'ai vu et j'ai compris à ce moment-là comment ça fonctionnait. J'ai compris que comment le champ de la personne, son champ vibratoire... Et son champ, et le champ aussi... Il y a eu interaction de champ, d'accord? Le champ aussi de la voix. Il y a le champ, et oui, la voix. La voix a touché mon propre champ, et dans mon champ, ça a résonné avec une partie de mon champ. Et moi, j'ai pu parler que de ce qui résonnait avec une partie de mon champ. Et c'est ça la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on va donner une information qui résonne par résonance
d'une information vibrante avec notre contenu à nous. Et chaque personne a des choses différentes. Il y a des gens qui vont voir des images, qui vont entendre des voix. Moi, je vois beaucoup de couleurs, je vois des choses, des paysages, de couleurs, des choses, des formes, etc. Et en fin de compte, c'est ça. Et en fin de compte, cet état-là, c'est vraiment plus rien ne bouge. C'est comme la supraconductivité. Dans l'état où plus rien ne bouge, quand on a une information qui arrive, on peut donner l'information. C'est quand même, et j'ai appelé ça de la supraconscience. Oui, il y a beaucoup de choses dans votre livre. Il y a vraiment, je conseille à tous ceux qui s'intéressent déjà de savoir pourquoi une cellule devient cancéreuse et tout. On n'aura peut-être pas le temps de l'aborder parce que c'est vraiment un gros travail. On a dit qu'on allait parler du chaos. Ah oui. D'où vient l'esprit de la matière? Et vous dites que le fait que l'univers commence par un chaos est très intéressant. Et qu'est-ce qui a créé ce chaos? La conscience pure. Et oui. Alors l'idée c'est que avant que l'univers existe, qu'est-ce qui a créé l'univers? Alors on peut dire que c'est Dieu, hein, mais au-delà de cela, de ce qu'on connaît, la conscience pure, c'est tout ce qui contient tout et qui n'a pas de forme. C'est de sans forme. Et à un moment donné, il va y avoir qu'on appelle comme une intention de la conscience pure d'incarner quelque chose. Et la première étape d'incarnation, c'est vraiment une onde qui va aller vers une densification dans la matière à travers un certain nombre d'ondes qui vont se rencontrer, interagir et faire la matière. Et la matière que l'on est, que tous les règnes sont le résultat de l'interaction à partir d'une intention de la conscience pure. Oui, tout vient de l'esprit et pas de la matière. Oui. Ça, c'est bien de le rappeler. La matière, c'est l'incarnation de cette conscience. Et surtout, ce que j'ai retenu dans votre livre aussi, c'est que tout vient de la... Alors moi, je suis pas du tout scientifique, donc j'essaie de faire ce que je peux. Tout se passe dans l'invisible, au cœur de la matière, avant que toute structure s'organise. Mais oui, mais bien sûr. Et pourquoi tout ça? Parce que les physiciens, ils savent très bien que quand on étudie les propriétés physiques, en général, on s'intéresse à quoi? C'est pas aux atomes, c'est à l'interaction des atomes. Mais à travers quoi? À travers leur champ d'électrons, à travers leur champ électronique. Et en fait, l'interaction entre le champ d'un atome et le champ d'un autre atome, elle-même, elle démarre avant pour fabriquer après une molécule. Une molécule, elle se forme pas tout de suite. Il faut que deux champs interviennent et qui vont trouver quelque chose de plus stable et qui va se former. Donc l'interaction, elle prédomine. C'est l'invisible qui apparaît d'abord. De la même façon que pour les personnes. Hein. Les rencontres entre personnes, c'est à travers nos champs. Oui, il y a des personnes qu'on n'a pas envie de voir. Oui, mais quoi qu'il en soit, on interagit d'abord avec le champ avant d'être avec la personne. Voyez. Peut-être pas pour les gens qui sont aveugles. Comment ça se passe pour ceux qui voient pas? Pour les gens qui sont aveugles, ils ont leur perception, mais complètement ouverte par tous les bouts. Ils voient pas, mais tout leur sens de perception, de sentir, toute la perception sensorielle en dehors de la vision, elles sont là. Et eux, ils sentent extrêmement rapidement, à mon avis. Plus que nous. Ils voient des choses qu'on voit pas. Oui. Mais ils voient dans l'invisible. Vous savez ce que ça veut dire, voir dans l'invisible? C'est sentir. Voir plus avec voir le cœur. Dans l'invisible, ils sentent. Ils sont plus avec le cœur et ils sentent. Vous dites un peu plus loin que tout est mis en place pour que nous soyons heureux et en bonne santé. Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et que la vie dépend des signaux reçus. Ça, c'est important. Alors là, ça c'est fondamental. Ouais, ça. C'est peut-être. Alors moi, ça m'a aussi bouleversé de rentrer dans les mécanismes de la cellule, parce que une cellule, eh bien, elle se divise. Mais les cellules entre elles se parlent constamment. Une cellule saine, c'est une cellule qui va recevoir un signal. Ce signal va l'entraîner qu'elle va changer à l'intérieur. Elle communique. Elle transmet tout de suite l'information à l'extérieur. Mais pour communiquer, avant de communiquer avec l'extérieur, un signal rentre dans la membrane externe, il rentre ensuite dans le cytoplasme, toute la partie importante de la cellule, rentre ensuite dans le noyau où il y a l'ADN. L'ADN est informé de ce qui se passe. Il donne son feu vert,
ça ressort du noyau, ça traverse le cytoplasme et ça sort. C'est-à-dire c'est ça qui m'a bouleversé, de montrer que la cellule, elle a deux cerveaux. Le premier cerveau, c'est bien sûr, c'est le cœur du noyau avec l'ADN et le programme génétique et tout ce que vous voulez. Mais le deuxième cerveau fondamental, c'est la membrane externe. Et c'est important. Sans ce cerveau, une cellule ne peut pas fonctionner, d'accord? Il y a des cellules qui existent sans noyau. Mais sans membrane, il n'y a pas de cellules. Et il faut que le liquide interstitiel il soit super propre. C'est bien de travailler sur les membranes et ça, on n'y pense jamais. Eh ben oui. Et que les échanges soient bons. Ouais, et pour que les échanges soient bons. Alors, vous dites que la communication entre elles se fait par intermédiaire des membranes cellulaires, qu'il y a à peu près 50 milliards de cellules qui meurent chaque jour. Et oui. 50 milliards, hein, c'est-à-dire une pour 10 000. Et tout ce qui ne sert pas disparaît. Et oui. Alors, tout ce qui ne sert pas, par exemple, il y a des fonctions qui ne servent pas, l'exemple, c'est dans le cerveau. Dans le cerveau, la première année de l'enfance, eh bien, le bébé a besoin d'être énormément sollicité. Pourquoi? Pour engrammer des structures neuronales, des connexions neuronales. Ça veut dire que s'il y a des neurones qui ne sont pas connectés à d'autres neurones, s'ils servent à rien, ils disparaissent. Parce que la cellule, elle sait tout à fait se détruire quand elle gêne. Parce que la mort cellulaire programmée, elle existe. Et grâce à ça, on est vivant aussi. C'est grâce à tout ça qu'on est vivant et que toute la machinerie cellulaire extraordinaire. En fait, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que on n'apprend pas ça à l'école. C'est que la vie et la mort sont deux choses fondamentales qui doivent exister. Et si la mort disparaît, c'est l'ensemble qui va disparaître. Oui, donc on ne sera jamais immortel. On sera jamais immortel. Il faut arrêter les transhumanistes. Alors, les cellules vivent l'instant présent, la vie et la mort, c'est-à-dire l'instant présent. Se joue à chaque instant. À chaque instant. Elles vivent l'instant présent. En fait, le destin n'est pas défini pour une cellule. Le seul destin d'une cellule, c'est de vivre, de se nourrir, de se reproduire et d'être dans un état d'intégrité qui lui permet d'assurer ses fonctions. Une cellule, par exemple, quand on fait la division cellulaire, avant de se diviser, elle est en attente avant de se diviser. Elle va recevoir des signaux. C'est vraiment extraordinaire. Elle reçoit un signal, elle peut y aller en division cellulaire. Elle attend le signal. Une fois qu'elle commence sa division, il y a des stop images, c'est-à-dire des checkpoints, pour dire est-ce que tout ce qui est fait est intègre. C'est intègre, on peut continuer. Ça veut dire que c'est intègre par rapport au programme, on continue. Elle arrive à une autre étape de la croissance, où l'ADN se multiplie par 2. C'est intègre ou pas? C'est pas intègre, ça part en mort cellulaire. Et les autres assistent à sa mort. Et on parlait du baiser de la mort. Ah, le baiser de la mort, j'ai fait des photos superbes du baiser de la mort. Ouais. En fait, c'est les cellules lymphocytes, comme cytotoxiques, qui chopent une cellule cancéreuse. Et une fois qu'elle la chope, eh bien, c'est comme si qu'elle la prenait avec les mains, mais j'exagère. Et elle crée des tunnels. Et les cytotoxiques, elles ont fabriqué, moi j'ai étudié ça, elles ont fabriqué des granules toxiques. Et c'est ça qui va faire comme des bulldozers qui vont rentrer, avec des perforines qui vont rentrer dans la cellule, qui va faire éclater la cellule. Et le baiser de la mort, c'est qu'une fois qu'une cellule lymphocyte a chopé la cellule cancéreuse, elle est finie l'autre. Et ça va très vite en fait. Oui, dans le cas des cancers, c'est une perte de communication de la cellule avec l'environnement. Et oui. Quand elle se multiplie, elle travaille toute seule pour elle et elle veut pas mourir justement. Alors une perte de communication, mais c'est aussi c'est comme si qu'elle retourne avant la différenciation. Quand on regarde ça, elle est différenciée, c'est une cellule du foie ou du rein, et que le fait de se couper de l'environnement, elle retourne à un état de avant la différenciation. Et c'est pour ça qu'on les compare aux cellules souches. Sauf qu'une cellule souche, c'est une cellule qui va pouvoir se multiplier aussi, mais en fonction de l'environnement. Alors que la cellule cancéreuse, elle se multiplie pas en fonction de l'environnement. Elle travaille pour elle. Elle pour travaille toute seule. Que pour elle. Et elle veut pas mourir. Et les cellules qui l'environnent, elles sont saines. Et normalement, qu'on appelle dans les organes, on a la place des organes et tout est fait pour que notre organe il ait une surface et que s'il y a des pressions, normalement, la division cellulaire s'arrête.
une cellule saine, si elle sent qu'on appelle une membrane qui l'empêche elle donne l'ordre d'arrêter la division cellulaire. Alors qu'une cellule cancéreuse, elle va faire des tas, des amas, etc. Et c'est ça la différence. Donc elles veulent devenir immortelles. Alors là, moi là, par rapport à ça, la question c'est qu'est-ce qui veut devenir immortel dans la personne qui a un cancer? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir immortel? C'est la non-acceptation, c'est à la page 219. Ce qui peut être mortel est davantage la négation de ce qui arrive, la non-acceptation de la réalité d'une situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire la non-acceptation de la mort aussi. Mais bien sûr. De non-acceptation de la mort. On vit, en fin de compte, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on vit de nombreuses morts, petites morts. On n'arrête pas. Et en fin de compte, si on n'accepte pas ces petites morts, c'est pour aller vers une autre chose. On est différent à chaque instant, chaque période de la vie, elle n'est pas la même. Effectivement, mais mourir à soi de qui on était quand on avait 20 ans, eh ben on n'a plus 20 ans. On regarde 40 ans, il y a des choses super. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et si on reste figé on s'adapte pas à maintenant, à ici et maintenant, là, c'est la mort. Là, c'est la mort. Parce que si on refuse d'avancer. Si on refuse d'avancer. D'avancer vers la mort. Et voilà. Et donc, c'est... Mais en vérité, la mort n'existe pas, parce que derrière la mort, il y a autre chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est notre histoire après ça. Bon, c'est pas le sujet de cette émission, mais de quoi a-t-on peur, hein? On se pose la question. Oui, mais quelque part, oui. Alors, vous parlez beaucoup de l'ego, aussi du jeu de l'ego et du héros, hein, puisque vous avez été obligé de faire une psychothérapie à un moment qui vous a appris que la seule chose qui ressort d'une psychothérapie, c'est qu'on ne change pas, mais qu'on s'accepte. Ben oui. Donc, vous parlez de l'ego et du jeu de l'ego. Eh bien, l'ego, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est grâce à ça qu'on s'est construit et qu'on a pu émerger dans notre personnalité. Mais à un moment donné, si on est guidé que par cela, eh bien, comment on appelle, on passe à côté de soi. Et en fin de compte, moi, je donne l'image de l'ego. Et écoutez, quand on monte la montagne, on va au sommet. C'est fabuleux. Mais une fois qu'on est au sommet, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va redescendre. Et en fait, il faut accepter de redescendre. Alors moi, par rapport à ça, je m'aperçois que j'ai fait plusieurs changements thématiques et de lieux au CNRS. J'ai changé de différents domaines, etc. Et à chaque fois que j'ai quitté, j'étais au top niveau mondial dans ce que je faisais. Et je me suis dit, c'est bon, tout ça, c'est bien, maintenant j'ai envie de faire autre chose. Bah oui, c'est normal. Et oui, non mais on peut aussi s'accrocher à ça. Et l'ego, c'est ça. C'est la personne qui va s'accrocher à ce qu'elle a eu. Qui veut rester au sommet. Et qui veut rester au sommet. Et ça, c'est dommage parce qu'à un moment donné, faut redescendre dans la vallée, quoi. Et en redescendant dans la vallée, on peut découvrir son être, quoi. Donc l'ego, c'est bien. Parce que si on ne le fait pas se développer, on va être frustré. Donc il faut le faire se développer. Mais c'est comme un ballon après. S'il est trop gonflé, il va péter au moindre truc. Mais s'il est un peu dégonflé, le ballon, on peut pas l'attraper. Vous dites que le héros correspond à la personnalité que l'on s'est construite pour répondre à l'appel extérieur, maman, papa, famille, société, travail, pour être aimé et reconnu pour qui l'on est. Ce héros correspond au monde de la dualité, de la division, le monde horizontal de l'action et de la réaction. On a dit qu'on allait parler du chaos, donc on va en parler du chaos parce que je sais pas si vous vous rendez compte, auditeurs, auditrices, mais on a l'impression que le chaos, il est quand même bien tout autour. On se retrouve tout de suite. Alors, est-ce que le futur va mourir? Ça, c'est une autre histoire. On va parler du chaos maintenant sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Jeanne Ayache qui nous a fait le plaisir de nous retrouver ce soir dans les studios de la radio, la science, la matière et la spiritualité. Et vous écrivez que c'est quand le mental ne peut plus répondre avec les repères connus que le chaos apparaît. Eh oui. C'est un peu ce qui se passe sur la planète en ce moment. On ne reconnaît plus rien. Non, mais on est en train de vivre un chaos. On ne reconnaît plus rien. Mais oui, parce qu'on est en période de changement important. Les structures sur lesquelles on se basait ne sont plus valables. Et les valeurs sur lesquelles on se basait ne sont plus valables. Et à un moment donné, il faut aller vers l'humain.
alors que ce sur quoi la société vit, mais ça ne répond pas à la vie, en fait, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est que une structure qui répond à la vie, elle respecte les êtres, les échanges. Et c'est vraiment dans les échanges. Et c'est ça le vivant. On s'adapte, mais en respectant l'intégrité de chacun. Et là, on peut faire des choses. Et là, pour qui roulons-nous, comme vous dites dans votre livre, pour qui roulons-nous et qui conduit notre voiture? Pour qui roulons-nous là? Mais oui, mais alors là, moi, ça a été très fort pour moi à un moment donné de m'apercevoir que quand on est sans conscience, parce qu'on est mal, quand on est mal, on est dans nos idées, machin, on sait plus quoi faire. Et à un moment donné, on s'aperçoit, on sait même pas pour qui on travaille. On sait pas ce qui nous guide. C'est comme si qu'on est sorti de notre axe. Et moi, j'ai compris ça après. C'est-à-dire que normalement, quand on est en alignement avec notre être, c'est-à-dire notre corps physique et notre champ, ils sont alignés. Et là, quand on agit et c'est posé et c'est bien. C'est juste avec soi. Pas par rapport aux autres, avec soi. Et les autres, quand c'est juste pour soi, c'est bien aussi pour les autres. Ça, on ne le sait pas assez. On a peur de faire du mal aux autres, on a peur de mal. On prend soin des autres, mais la première chose qu'on fait, c'est on s'oublie nous-mêmes. Moi, je me suis oubliée pendant des années, en pensant aux uns, aux autres. La générosité qu'on a quelque part, c'est bien, mais à un moment donné, et si elle se tournait vers soi, parce qu'à un moment donné, on le fait pour les autres. Mais c'est bien. Moi, j'ai vécu avec ma mère des choses où j'ai grandi, et je remercie ma mère. J'ai grandi énormément. Et ma mère qui a été très, très... quand elle a été mal, et je lui ai dit, maman, faudrait peut-être, si tu veux, on peut aller voir un psychologue pour que tu puisses parler, si tu as besoin de parler, à 93 ans. Et elle a accepté? Oui. Et elle m'a dit, ça m'a fait du bien. Elle était marrante, ma mère. Et donc, en fin de compte, le problème, c'est que à un moment donné, quand on sait plus, faut oser aller se faire aider. Oui, mais là, on vit dans un monde où on est vraiment, on sait plus où aller. Et vous dites que 6 mois avant la mort de votre père, vous avez développé donc ces histoires de rhumatisme, Oui. Et que c'est devenu une maladie chronique, et que souvent, quand on a une maladie chronique, on s'identifie à elle et nous oublions donc la personne que nous sommes. Mais c'est ce qu'on vit nous, autant que la société. On est en chronique en ce moment. Ah non, mais... C'est chronique, c'est-à-dire on a l'impression qu'on ne pourra pas s'en sortir. Ça devient un truc. Et il faut savoir que même si c'est très dur, ça va passer. Oui, mais c'est clair. Mais faut donc simplement avoir la force de rester dans son enracinement à soi et de voir qu'est-ce qu'on peut changer. Et les changements qu'on peut faire sont tout petits des fois, tout petits, tout simples. Moi, j'ai appris avec ma mère, quand j'étais très mal, aller à l'essentiel. Parce que moi, j'ai vécu un chaos en parallèle avec des problèmes de ma famille, de changements en biologie, où j'ai changé de repère complètement, que j'ai pas vu venir, que c'était quand même un chaos. C'était pas si simple quand même. Je l'ai pas vu, mais je l'ai vécu après. Et puis, j'étais tombée amoureuse d'un homme à qui c'était pas possible. J'ai vécu en résonance des chaos, pas possible. Et en fin de compte, à un moment donné, ce qui m'a été clair, c'était que je pouvais pas affronter tout. Je me faisais aider, j'étais en analyse. Et j'allais à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je faisais des petites choses. Et à un moment donné, j'ai appris à ne rien faire. Parce que j'étais fatiguée, épuisée. Et moi qui ne suis pas une super active, mais j'en fais plein de choses. Pendant 2-3 ans, j'étais à l'essentiel. Je devais m'occuper de ma mère. Et c'est important parce que j'aurais pas pu me regarder si je le faisais pas. Et que ma mère, je l'aimais. Et ça, c'est important ce que vous venez de dire, parce qu'il y en a plein qui vivent ça, dont moi-même en ce moment. Mais oui, mais on a le choix entre laisser tomber les gens parce qu'ils sont vraiment trop lourds, ou ne plus pouvoir se regarder dans la glace. Donc je crois que le choix, il est vite fait. Mais il est vite fait parce que moi, je serais plus mal, j'aurais été plus mal de rien faire que de faire. Donc à un moment donné, et c'est vrai que ça a basculé à ce moment-là où j'étais plus en révolte, que ma famille m'aidait pas obligatoirement, et que j'étais plus en révolte, et j'ai accepté de le faire parce que c'était important pour moi que je le fasse. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait. Mais alors, j'ai pris le temps avec ma mère. J'étais dans mon travail. Et j'ai pris le temps dans mon travail. Et j'étais l'essentiel. Donc, j'étais travail, boulot, dodo, mais en conscience. Je rentrais chez moi, j'avais besoin de moments à moi pour me retrouver. Des fois, j'étais plombée. Mais j'ai fait vraiment l'essentiel. Et j'ai découvert que dans ma solitude, du moment où j'étais toute seule,
ça m'a enrichi cette solitude parce que j'avais peur à une époque, je pense. J'ai fait pas mal de choses pour fuir d'être avec moi. Alors, il y a votre sœur, justement, qui est psy, qui vous disait, elle vous posait toujours la même question, mais pour qui le fais-tu, cette psychothérapie? Et vous compreniez pas à l'époque, pour qui fait-on une psychothérapie? Pour qui tu fais? Pourquoi tu fais? Ouais, pour qui? Et moi, à l'époque, quand elle me disait ça, c'était bien avant que je fasse tout ça. Et elle m'énervait. Ça vous énervait, ouais. Ça m'énervait parce que je comprenais pas. Et en fin de compte, faut arriver à vivre l'expérience pour s'apercevoir à un moment donné. C'est terrible, en fait. Les conseils des uns et des autres, c'est bien. Hein. Et c'est vrai que... Et là, je comprends que pour qui on roule et pour qui je... Et récemment, depuis 3 ans, je fais une formation en nutriponcture. Là, je suis nutriponcteur maintenant. J'ai fini mes 3 ans. Et là, la base de cette technique est extraordinaire. On est basé sur l'identité sexuelle de la personne. Comment la personne parle dans son identité. Et on s'aperçoit. Vous l'abordez un peu dans le livre d'ailleurs. Et que rapidement, on est à côté. Et c'est impressionnant. Et en fait, moi j'ai pris conscience réellement de ça avec les problèmes de mémoire cellulaire. Qu'est-ce qui parle? Et il y a plein de parties de notre corps qui ne nous appartiennent pas. Et si elles ne nous appartiennent pas, on peut avoir des problèmes avec. Ça nous appartient. C'est pas à nous ces problèmes des fois. C'est ce qu'on voit autour finalement oui. Dans l'aura. Alors dans l'aura, on voit toutes les informations. On voit aussi des choses qui nous appartiennent pas. Ah bah complètement. Et c'est pour ça que c'est important d'aller faire des réharmonisations pour libérer des choses qui vous appartiennent pas, quoi. C'est-à-dire retourner chez vous dans votre. Moi, je sais que je fais des fois des soins énergétiques à des personnes et ça peut entraîner un changement de vie parce que tout se clarifie à un moment donné. C'est-à-dire que quand il y a du monde, moi à l'époque, où on m'avait dit, où j'ai pris conscience qu'il y avait toute ma famille avec moi. Et à un moment donné, si on n'arrive pas à poser les choses, on peut devenir fou quand même. Hein Moi, il y a des fois où j'étais mal, où je fermais mes yeux, il y avait tout le monde et c'était insupportable. Et arriver à être chez soi dans son espace personnel, intime, c'est vachement important. Donc on n'a pas besoin d'être toujours dans l'action. C'est important de se réunir des fois dans le silence. Mais il faut accepter le silence aussi. Mais si on n'aime pas le silence, on écoute de la musique. C'est pareil, c'est bon aussi. Mais on retourne vers soi. C'est la fin de l'émission, on va parler de l'espace Peugeot, parce que c'est là où je vous ai découvert. Ah oui. Découverte, l'espace Peugeot, un super endroit. Ah oui. Et vous m'avez découverte le jour où j'ai fait les... Non, je vous ai découverte parce que j'allais à l'espace Peugeot et qu'il y avait un flyer avec la matière, la science, la matière et la spiritualité. Forcément, le titre m'a plu. Et je me suis dit, tiens, ça doit être un... Et l'idée de ce livre est venue à l'espace Peugeot 20 ans avant. 20 ans, ma première conférence, c'était du comportement de la matière au comportement humain, donc 25 ans avant. Et à la sortie de ma conférence à l'espace Peugeot à l'époque, je me suis dit, j'écrirai sur ça. Et voyez, et j'ai voulu faire l'inauguration de mon livre là-bas parce que c'était symboliquement, c'est là qu'il est né. Il est né. C'est un espace merveilleux. Alors, on va quand même rappeler le plus important de cette émission, savoir que la vie, c'est lié à la mort, mais au chaos. Ils sont 3. Hein. Eh oui. Que si nous semble pour certains qu'on est dans le chaos en ce moment, c'est pas grave, ça va passer. Il faut simplement s'ancrer. Il faut s'ancrer, faire l'essentiel pour soi et enlever les peurs que les autres nous mettent. Parce qu'on ne vit dans la peur, ça suffit. Les collapsologues. Voilà, ça suffit. Les problèmes bancaires. Se relier à soi. Vraiment se relier à soi. Ne pas écouter les autres qui font peur. On n'arrête pas d'entendre qu'ils font peur. Ok, on va passer. De toute façon, on va passer. On va passer. C'est comme une descente de rivière dans les rapides. À un moment donné, on se met au creux du canoë, vous savez. Et ça passe. Mais si vous voulez vous déborder de ça et vous accrocher à une branche, vous êtes foutu. Eh bien, il faut se mettre au creux de ça. Et au creux de vous-même. Au creux de soi. Et ça va passer. On a toute l'énergie là. Il faut avoir la foi qu'on aura toute la force. Et ce que j'ai appris, moi, c'est que ce qui nous arrive, ça nous arrive parce qu'on a la force de le surmonter. Tout ce qui nous arrive, on est capable de le surmonter. Donc, faut pas avoir peur. Et puis, on est aidé quand même, puisque on est aidé. Il y a la science, il y a la matière et la spiritualité. Donc, comme tout vient de l'esprit, hein, forcément, on va être aidé. Et moi, la phrase qui est sortie... Parce que ce que vit en ce moment, déjà, on le veut, on l'a choisi. Voilà. Quelque part. Et qu'est-ce que me dit de ce que je vis de la vie, qu'est-ce qu'elle me raconte pour moi? Hein,
Qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce que je peux comprendre de ce qui arrive en positif? Qu'est-ce que je peux comprendre de ce qui m'arrive aujourd'hui en positif pour moi dans ma vie? Comment je peux l'utiliser pour comprendre quelque chose pour moi? Ça sera la question que vous allez vous poser tous, là, en fin d'émission. Voilà. La science, la matière et la spiritualité, un chemin de vie vers la conscience. Et surtout, nettoyez bien vos cellules, laissez-les bien communiquer entre elles, parce qu'on a oublié de dire aussi que des gens qui communiquent pas entre eux, c'est la mort assurée. Ouais. Parlez à vos cellules. C'est-à-dire, il faut parler à nos cellules, oui. laissez-les communiquer entre elles et communiquer entre vous. Voilà. C'est important la communication, parce que tout passe par. On a parlé. Vous expliquez qu'il y a du quantique, donc tout est onde, tout est énergie, donc. Tout est comme ça, donc on va peut-être pas en rajouter. Hein. Voilà. Eh bien, merci Joël. Une phrase pour terminer l'émission. On vous retrouve quelque part dans les jours qui suivent, une conférence, quelque chose. Oui, ma prochaine conférence, ça va être au cœur du corps, les émotions qui sculptent notre vie. Et ça sera quand? Ça va être à Villeneuve-sur-Lot, le 18 octobre. Et si on va sur mon site internet, jeannehayache.com en une seule fois, eh bien, j'ai les informations des conférences que je vais faire et des ateliers que je propose. Sinon, vous faites du soin aussi? Des soins? Je fais aussi des soins énergétiques aussi et quantiques. Bon, voilà, on a tout dit à peu près, parce qu'après, on est toujours limité par le temps, là, ce temps qui n'est pas quantique. Donc j'ai une musique de fin qui doit faire exactement 3 minutes et quelques. Si elle n'est pas assez longue, on a un blanc, et les blancs à l'antenne, ça passe pas. Alors, voilà, je pense qu'à force de discuter, on va y arriver. On va retrouver Barbara. Non, ça, on va retrouver la fin, c'est l'indicatif de l'émission, de cet au-delà du miroir. Merci beaucoup, Jeanne Hayache. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.